Madame la Présidente, Madame la Ministre, cher Dominique Faure, chers amis, certains se souviennent qu'il y a un peu plus de 3 ans, nous étions dans les mêmes lieux, de façon un peu plus confinée, pour parler de métropole résiliente. Et le monde a beaucoup changé depuis. Dans notre pays, que s'est-il passé qui mérite évocation ? De façon un peu schématique, voire caricaturale. Les ruralités et leurs 30 000 maires ont fait un comeback remarqué. Les règles du jeu entre l'État et les collectivités territoriales se sont quelque peu brouillées, voire embrouillées, entre cache-cache et mistigris, entre critique d'une recentralisation rampante et standardisation des projets locaux. Des mutations territoriales inédites viennent réinterroger l'objectif de cohésion des territoires. Dans ce paysage mouvant, les programmes de transition semblent peiner à restructurer en profondeur l'action territoriale, s'ajoutant aux politiques traditionnelles plus que les réformant ou les remplaçant. Pour explication, certains invoqueront l'inachèvement de la décentralisation, d'autres l'absence d'orientation idéologique et le succès de référentiels techniques universels. D'autres encore mettront en avant la saturation des agendas locaux par des injonctions supralocales, un travail en silo autant dénoncé en théorie qu'ancré dans les pratiques. Vous me pardonnerez ce relatif pessimisme de l'analyse qui me permettra et m'autorisera à être plus optimiste pour l'action. Et je souhaite donc, dans cette rapide introduction, vous proposer 2 orientations qui m'apparaissent aptes à dépasser ce sentiment diffus, sinon partagé, de désemparement du politique. Le mot est peut-être un peu fort, vous excuserez les acteurs politiques concernés. Première orientation, décentraliser pour relier. Le titre du colloque nous invite à tisser des liens pour de nouveaux dialogues territoriaux. C'est le fil rouge constant de nos réflexions dans POPSU Territoire, dans POPSU Transition. Encore faut-il que les évolutions du paysage institutionnel s'y prêtent. Encore faut-il surtout que l'organisation du travail politique y contribue. Tout cela a été très bien dit et très précisément développé. La transition écologique suppose d'appréhender les territoires dans leur irréductible singularité, de prendre en compte la variété de leur géographie, de leurs ressources, de leur dynamique, l'hétérogénéité de leurs difficultés et de leurs atouts. La transition, gardons ce terme par facilité, implique aussi, là encore on l'a dit, redit, de penser leurs interdépendances parce que les fonctionnements territoriaux s'affranchissent des limites. Mais on peut avoir le sentiment que pour le moment, cela peut évoluer, les politiques publiques jouent trop souvent la carte de la catégorisation. Un programme pour chaque strate, pour chaque interlocuteur institutionnel. La cartographie de l'action publique, dans ses aspects les plus traditionnels, n'est pas celle des systèmes territoriaux multi-échelles. La visibilité de l'action publique y trouve peut-être son compte, mais probablement pas son efficacité. Se pose alors la question sur laquelle je veux insister, d'un processus de décentralisation qui conforterait des périmètres de souveraineté locale, au risque de renforcer l'introversion traditionnelle, structurelle des institutions territoriales. Avoir plus de pouvoir pour moins dépendre des autres. Mais c'est évidemment un leurre. Ce sont les liens qui libèrent. Ce n'est pas une autonomie un peu factice. Monsieur le député est d'accord. Travailler avec d'autres, ce n'est pas le gage d'ennui supplémentaire. Travailler avec d'autres, c'est le gage d'un choix plus étoffé de sujets, de modes d'intervention, de scènes d'action.
c'est la promesse de marge de manœuvre accrue dans les interfaces, dans les hybridations créatives, là où les divisions du travail ne sont pas figées. C'est donc, j'insiste beaucoup là-dessus, certes un problème d'institution, mais un problème aussi d'organisation du travail politique et technico-politique. Pour opérer les transitions, il y a plus de matière dans ce qui n'est pas gouverné que dans ce qui apparaît maîtrisé par les gouvernances en place. Les gouvernances en place maîtrisent un certain nombre de sujets, et donc lorsqu'on leur demande d'agir, elles font ce qu'elles savent faire. Et faire autrement, c'est aussi faire le pas de côté avec des gouvernances moins élaborées, moins formalisées. Et donc, à l'heure de la transition écologique, la décentralisation doit se faire vecteur de collaboration, de lien entre collectivités. Elle ne doit plus viser à optimiser une improbable répartition spatiale du travail politique, mais à faciliter les coopérations entre territoires. C'est l'enjeu majeur. Je ne sais pas si la formule vous plaira, mais je dirais que s'il faut rechercher un objectif inédit au projet à venir de décentralisation, proposons le développement de l'intelligence relationnelle de nos institutions. Une interrogation revient souvent en matière de planification écologique. Comment territorialiser les politiques environnementales? Quelle place accorder à la différenciation des trajectoires territoriales? Je vous propose un début de réponse. C'est moins dans le rôle de chaque collectivité qu'il faut trouver cet indispensable sur-mesure que par les façons de nouer des alliances, de coopérer, de contractualiser. Il faut permettre, encourager des dispositifs de coopération à géométrie variable, dans les castings comme dans les ordres du jour. Est-ce un travail parlementaire? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je vous propose ce mot d'ordre un peu vieux jeu. Osons l'autogestion de l'organisation territoriale du travail collaboratif. Deuxième orientation, coopérer pour aménager. Entre le national et le local, les articulations paraissent aujourd'hui troublées. Certains dispositifs sont encore et toujours une déclinaison hiérarchisée du national vers le local. C'est le cas de notre vieux système de planification spatiale. Et le terme même de déclinaison semble entériner ce modèle de poupée russe. D'autres démarches privilégient les initiatives locales, avec légitimité, mais en faisant confiance à de bienveillantes mains coordinatrices pour remonter jusqu'au national. Ces deux manières de faire pourraient paraître complémentaires. Elles sont malheureusement parallèles. La nécessité affirmée d'une stratégie globale déclinée dans un chacun prend sa part fait l'impasse sur l'indispensable contextualisation locale de l'action publique. Si l'agir local est privé du droit de penser, le penser global, agir local n'est pas recevable. Il devient un penser global, agir global, sans atterrissage possible. L'éloge de la proximité et de l'inventivité locale ne résout pas plus l'équation, même s'il mérite évidemment respect et développement. S'agissant de transition écologique, l'échelle de la commune, grand sujet, voire de la parcelle, est à mon avis un zoom bien trop grossissant. Deux exemples. Un programme national pour les énergies renouvelables ne peut se suffire de l'addition de projets locaux, publics ou privés. Une politique de sobriété foncière formatée par les limites parcellaires ou communales se prive des marges de négociation permettant de faire projet. Le penser local, agir local n'est donc pas, à mon avis, plus recevable que les autres combinaisons. Qu'il s'agisse d'énergie, de mobilité, d'habitat, d'usage des sols, d'économie, d'agriculture, de biodiversité, la vision multi-échelle, je vous épargne le multiscalaire, la vision multi-échelle est seule à même de garantir pertinence et efficacité. Ce n'est qu'en rapport avec des projets supralocaux que les projets locaux trouvent sens par les synergies ainsi construites.
Il faut opérer, pour reprendre une heureuse formule de nos amis paysagistes, il faut opérer la traversée des échelles. L'aménagement local a donc besoin d'un aménagement du territoire national dans une relation interactive. C'est la seconde orientation que je vous propose d'intégrer à vos réflexions. Un aménagement du territoire pour renouveler les formes d'articulation entre les échelles, un aménagement du territoire pour aussi penser les rééquilibrages territoriaux, pour planifier les adaptations aux conséquences des dérèglements climatiques, pour préparer les réencastrements de l'économie dans les territoires. Cet aménagement du territoire à réinventer ne peut être dicté d'en haut. L'aménagement du territoire dont nous avons besoin aujourd'hui oubliera sa dimension régalienne historique et saura se faire coopératif. Pas un projet étatique donc, mais un projet national, où chaque acteur local fait valoir ses contributions potentielles au processus global de transition. Vous me permettrez pour conclure un emprunt terminologique à Edgar Morin. Osons un renouveau dialogique de l'aménagement du territoire. Je ne suis pas sûr que la formule se développe fortement, mais en tout cas, l'idée est là. Et donc, en tout cas, sur l'aspect coopératif, permettons aux démarches coopératives de redonner dans notre pays ses lettres de noblesse à l'aménagement du territoire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je laisse sans plus attendre la place à la première table ronde et à notre journaliste animateur préféré, Baptiste Muckensturm. Merci à vous.